Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Dragon Mag. La trêve se poursuit, l'Euro aussi, mais votre rendez-vous du vendredi reste inflexible. Cette semaine, nous allons forcément parler plus de bleu que de jaune, vous en doutez, mais nous ajusterons quand même avec quelques actualités bien de chez nous. Et pour cela, comme souvent, j'ai l'invité qu'il faut, puisque nous accueillons avec un grand plaisir Jackie Bettenfeld, président de l'association Metz Handball. Bienvenue Jackie. Merci, bonjour. Bonjour à tous. Et en face, on n'arrive plus à le décoller du siège, il est là en permanence, il est là dans le Graouli Mag le jeudi, il est là dans le Dragon Mag le vendredi. C'est Arthur Carmier de l'Ami Sport. Comment ça va Arthur? Ça va très bien Mathieu, content d'être avec toi juste avant le week-end. On va passer un bon moment à parler handball. En tout cas, on a pas mal de choses à évoquer comme chaque semaine. On passe tout de suite à la première mi-temps. On va commencer par une actu, et une très belle actu. Metz Handball a annoncé que Lucie Granier prolongeait son contrat pour 2 saisons. Elle s'engage donc jusqu'en 2027. Pour rappel, elle a débuté à Metz Handball en 2023. Elle fait sa 2e saison après avoir fait ses classes à Besançon. Jackie, après la prolongation de Sarah Bouktit, c'est plutôt une excellente nouvelle, surtout que c'est sur le long terme. Oui, c'est une excellente nouvelle. J'ai lu l'interview comme beaucoup de Lucie dans le Républicain Lorrain. D'accord. Elle a les idées carrées, c'est le moins qu'on puisse dire. D'accord. Elle a choisi le club pour son sérieux, pour son obligation de travail qui induit l'obligation de résultat. Et c'est une joueuse exceptionnelle parce qu'elle est exceptionnelle en attaque et en défense. D'accord. Donc, avec Chloé, ça fait vraiment un duo et de liés fabuleux. Chloé avait déjà prolongé. Donc, ça nous donne un bel espoir pour l'avenir. Et je pense que la liste n'est pas encore terminée, des annonces qui vont être faites par le club. C'est Manu et Thierry qui sont à la manette. Et voilà, le Metz Handball regarde toujours avec un coup d'avance. D'accord. Et dans le tempo, il faut toujours réfléchir qu'il vaut mieux prolonger avant qu'après un Euro. Ah oui. Parce que toutes nos joueuses sont sous la télévision qui donne des idées à de nombreux entraîneurs de clubs. Elles sont en pleine lumière. Généralement, une joueuse qui performe sur une compétition internationale, ça peut faire des envieux. Là, au moins, elles sont verrouillées. Justement, Arthur, elle rejoint ce club des joueuses qui sont sous contrat jusqu'en 2027, soit 2 saisons restantes. Et elles commencent à être nombreuses et ça fait une belle ossature. On va voir d'ailleurs cette équipe presque de joueuses qui sont là jusqu'en 2027. Il nous manque encore une petite gardienne là-dedans pour être tranquille, mais on a quand même déjà quelque chose de très performant. C'est une excellente nouvelle. Alors c'est presque nouveau à Metz Handball d'avoir des contrats longue durée comme cela. Ça a commencé à se faire presque sur ce mercato estival où les joueuses ont été recrutées avant, bien évidemment, mais d'avoir une ossature vraiment très conséquente sur la durée, surtout quand il s'agit de jeunes joueuses étrangères. Manu Mayonnaise le disait quand il est passé la semaine dernière que Christina Jorgensen, c'est un petit regret. Elle n'a pu être là que 2 ans pour des raisons contractuelles. Une joueuse comme ça est tout de suite attaquée, si je puis dire, par d'autres clubs. Là, les joueuses sont verrouillées. On sait qu'elles vont être à Metz Handball sur le long terme. Et c'est forcément une excellente nouvelle. Et j'ai envie de rebondir sur ce qu'on disait sur Lucie Granier. La semaine dernière, je parlais d'une belle révélation parce qu'elle a passé un cap. Elle est quasiment dans la même trajectoire que Chloé Valentini sur l'autre aile. Et je trouve ça assez remarquable. Mais Handball a toujours un coup d'avance là aussi dans son recrutement. Dans le recrutement, Thierry Weisman dit que Metz Handball a la meilleure paire d'ailières du monde. Donc ça dit quelque chose avec Chloé Valentini, Lucie Granier de ce que ça représente. Effectivement, c'est osé de le dire, mais c'est forcément pas anodin si le président Weisman prend entre guillemets le risque de dire cela, c'est qu'il est quand même sûr de ses pépites sur les ailes. Il est jamais avare en superlatif. En tout cas, il y en a un autre qui s'est exprimé, c'est Emmanuel Mayonnaise. On va voir sa déclaration suite à la signature. Apparemment, les choses se sont faites très très simplement. Je vous lis ce qu'il a pu dire. Je crois que la façon dont se sont déroulées les discussions est à l'image de la joueuse, de son entourage et du club, puisqu'il y a eu une première discussion, une proposition, une acceptation de celle-ci en moins de 24 heures. Les choses étaient déjà entendues. Ça veut dire quelque chose, Jackie, sur l'attractivité de Metz Handball actuellement. Les joueuses qui sont là, elles savent pourquoi elles y sont, elles savent ce qu'elles y font, et elles savent pourquoi elles y restent aussi. Elles savent qu'elles vont travailler plus, mais gagner plus. Je crois qu'on peut résumer cette situation. Tout le monde sait qu'à Metz, on travaille beaucoup. Tout le monde a compris qu'on ne peut pas avoir des résultats si on ne travaille pas. Ensuite, il faut voir l'entraîneur qui fait travailler. Donc Manu, pour moi, est le meilleur entraîneur de monde du club. Je ne cesse de le dire, mais c'est ce que je pense réellement. Et on parlait d'ailière. Si on parlait des avants, on a Sarah Bouktit, la 3e avant, d'accord, qui a aussi prolongé.
d'accord, dans le même esprit. Donc, c'est vraiment gage de succès parce que les avants, c'est important. C'est souvent elles qui marquent, notamment quand les défenses centrales sont verrouillées, les arrières n'arrivent pas à s'exprimer. Bah, c'est le jeu rapide et le jeu de pivot qui permet de débloquer la situation. En tout cas, Messambal a mis la barre très haut sur ses premières annonces. Hein. Sarah Bouktit, Lucie Granier qui sont sous contrat sur le long terme. On va voir ce que le club nous réserve encore. On va rester à l'affût. Mais voilà, cette barre très haute, il va falloir continuer à la lever. Mais on fait confiance au club et au staff, en tout cas, pour faire le nécessaire. On va passer à la suite de nos actualités. La semaine passée, on avait fait le bilan de la première partie de saison avec Emmanuel Maïnade. Si vous l'avez pas vu, cette émission, elle vous attend en replay. Tout est encore particulièrement frais. Je vous glisse ça comme ça sur moselle.tv. Et bien cette semaine, je vous propose de commencer avec le bilan de la première partie de l'Euro. Le format de la compétition reste un petit peu imbuvable à mon sens, hein, comme le handball sait si bien le faire. Un tour préliminaire, un tour principal avec des reports de points et puis on enchaîne sur des demi-finales. Mais entre-temps, les équipes ont joué sur des matchs 2 jours de suite. C'est assez compliqué. Franchement, changez ça. Si vous m'entendez, à l'EHF, changez ça. Mais bref, nous allons naturellement commencer par l'équipe de France et ces 5 Dragons. On va voir leur parcours s'afficher. En Suisse, les Bleus ont battu la Pologne 35-22. On bataillait peut-être un petit peu plus que nécessaire avec l'Espagne 24-22 avant de battre le Portugal pour valider le carton plein 28-16. Ce tour préliminaire, eh bien, j'ai envie de m'adresser à l'ex-chef de délégation des équipes de France, Jackie Bettenfeld. Est-ce que cette équipe, elle a su convaincre sur ce tour préliminaire? Pour moi, oui. Il y a une petite exception, le match de l'Espagne, mais Gardillou a eu le nez creux en disant que c'est une équipe qui n'aime pas jouer. D'accord. On a vu qu'il n'aimait pas jouer, que les joueuses non plus n'aimaient pas jouer l'Espagne. Alors, je rassure tout le monde, les France-Espagne garçons, c'est pareil. Ouais. D'accord. Il y a une sorte de rivalité, de différence d'optique de jeu. D'accord. Les Espagnols, c'est toujours une balle rude, ils gardent beaucoup la balle. C'est quelquefois vicieux. Il y a Makeda, chez les garçons, et chez les filles, c'est un peu pareil, bien qu'elles soient bien rajeunies. Elles nous ont quand même battus à domicile sur le Stade de France, qu'elles gagnent chez nous. C'est pas anodin. Et ouais. Les filles n'ont pas lâché comme ça. Hein. C'était un match compliqué. Donc, c'est une équipe qui ne leur réussit pas trop. Mais le reste, elles ont été convaincantes. Hein. Les gardiennes, pour moi, étaient très bonnes. Le jeu rapide, exceptionnel. Il n'y a pas de défaillance. La seule vraie inquiétude du premier tour, c'est l'hypothèse de Coralie Larsource. J'ai pas de nouvelles récentes de sa cheville, mais j'espère vraiment que c'est pas grand-chose et qu'elle pourra en revenir un peu plus tard. Dans un premier temps, si c'est possible, elle va être ménagée. Mais bon, c'est compliqué pour elle. C'est sûr que c'est toujours dommage comme ça de perdre une joueuse, surtout que c'est la première sélection menée par Sébastien Gardillou, Arthur. Un de ses discours d'avant-match a été diffusé par les équipes de France sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, et il évoque cette nouvelle page, cette nouvelle histoire à écrire. Qu'est-ce que tu en penses jusqu'ici? Ces petites séquences-là qu'on peut voir en interne, petit aparté, je trouve ça absolument génial de voir ça, de voir un petit peu l'intimité du vestiaire de l'équipe de France. Ces causeries, c'est toujours des moments qui sont très très importants. Comment dire, l'impression que j'en ai eue, c'est que Sébastien Gardillou a été longtemps adjoint de cette équipe et il a peut-être ce côté plus dans la discussion avec les joueuses, dans le relationnel, un management plus moderne, si je puis dire, même si Olivier Crumbles, forcément, il a réussi à se réinventer de manière extraordinaire sur son deuxième passage en équipe de France. C'est un nouveau type de coaching où j'ai l'impression que les joueuses cadres ont peut-être plus de pouvoir dans cette équipe, plus de capacité à essayer de donner des solutions à leur coach, un vrai management moderne où les solutions viennent de tout le monde. Et je trouve ça quand même assez intéressant. Alors, c'est sa première compétition, Sébastien Gardillou. Le choix qui a été fait, c'est un choix de continuité. J'ai quand même hâte de voir ce que ça va donner. J'ai quand même envie d'être, si jamais ça venait à se passer mal, entre guillemets, à savoir pas de médaille pour l'équipe de France. L'oiseau de mauvais augure. Donc il va fort logiquement se passer tout le contraire quand on connaît ma capacité à être un excellent pronostiqueur. Si jamais ça se passe pas forcément bien, ce serait une première compétition et on peut quand même laisser du temps à Sébastien Gardillou et son staff d'essayer d'imprimer leurs pattes, même si on est un peu dans la continuité. Et l'un des choix non neutres de Sébastien Gardillou, c'est le remplacement de Grace Zahedi. D'accord. Tout le monde connaît leur relation très antérieure. Et Grace, pour moi, a été excellente depuis le début, en attaque et en défense. Et dans l'amène du jeu, c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui a de l'expérience et qui fait consensus auprès de ses partenaires.
C'est une vraie cadre, hein, grâce à Adi. Elle a montré au fil des années qu'elle savait prendre les responsabilités. Et quand on fait appel à elle, généralement, elle répond plutôt présente. On peut pas se mentir là-dessus. En tout cas, au tour principal de la compétition, la France avait le match face à la Roumanie ce jeudi soir. Il reste le Monténégro, une équipe toujours piégeuse avec un jeu très physique et des rencontres qui vont peut-être s'avérer un peu délicates aussi. La Suède et la Hongrie. Le programme est assez chargé dans cette compétition-là. Bah, la compétition débute pour moi. Parce que le premier tour, c'est un tour éliminatoire. Et on sait que le championnat d'Europe est la compétition la plus difficile sur le plan purement sportif. C'est pas la plus importante, puisque la plus importante, c'est clairement les Jeux, puis les championnats du monde, puis les championnats d'Europe. Mais le titre de champion d'Europe est le plus dur à obtenir. Si vous regardez le nombre de titres des garçons et des filles, c'est là où on en a le moins, parce que c'est plus dur. Tous les matchs sont durs à ce niveau-là. Oui. D'accord, donc c'est un gros parcours du combattant. Moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est d'avoir un format de compétition où on fait jouer 2 jours de suite des matchs coup près. D'accord, parce que si tu perds, après, c'est plus la même chose derrière. Et pour le respect des joueurs, etc., c'est pas admissible, ni à l'IHF, ni à l'EHF, de pas arriver à se débrouiller pour laisser 24 heures de repos entre 2 matchs. D'accord, donc là, on va jouer successivement la Roumanie et le Monténégro, 2 matchs très physiques. Et j'espère qu'on va les gagner, j'espère surtout qu'on va sortir sans blessés. D'autant que faire, entre guillemets, des matchs pour faire des matchs, c'est pas forcément ce qui va valoriser le produit handball. Là, on a des équipes de très très haut niveau. Avoir des formats plus... alors c'est un format traditionnel, ça, dans le handball, malheureusement, mais des formats plus lisibles, plus simples, où il y a peut-être moins de matchs, mais autant d'équipes dans la compétition, ça n'altérera pas le produit, si je puis dire, Euro 2024. Ça n'altérera pas la qualité des rencontres qu'on va avoir. Donc, dans un handball moderne où il y a de plus en plus de rencontres, si on décharge un petit peu ces compétitions-là, avec moins de matchs, peut-être plus de matchs couperés, je dis une bêtise, des huitièmes, des quarts de finale, des demi-finales, et la finale forcément, bah, peut-être qu'on en sortirait grandi. En tout cas, c'est quelque chose qui semblait un petit peu entendu dans le sport moderne, avec des physiques de plus en plus affûtés, des contacts de plus en plus rudes, qu'il fallait laisser le temps de repos nécessaire à tous les athlètes. Ça se voit dans beaucoup de sports. Peut-être que ça va arriver dans le handball. En tout cas, c'est quelque chose qu'on peut souhaiter. Je vous propose pour l'instant qu'on s'attarde sur les 2 dernières adversaires de l'équipe de France, qui sont la Suède et la Hongrie, puisque eh bien, ce sont des équipes où on retrouve des Dragons, donc forcément ça attire un petit peu plus notre attention. On va commencer par la Suède de Tyra Axner tout d'abord, guidée par une Nathalie Hagman qui continue de faire des folies face au but, mais qui a peut-être soufflé un peu le chaud et le froid. Victoire face à la Macédoine du Nord 28-18, victoire contre la Turquie 47-19, mais entre-temps, une défaite qui fait un tout petit peu mal derrière les têtes face à la Hongrie 25-32. Cette équipe de Suède, elle veut malgré tout jouer les premières places, elle continue à briguer ses places dans le top 4 européen, même mondial, mais il y a tout de même un tout petit gap qui reste à passer pour les protéger de Thomas Axner, Arthur. Ouais, je pense que si on faisait le classement des médailles en chocolat, qui est peut-être cher à la FF Loose, ouais, la Suède serait quand même très bien placée. Il y a un petit plafond de verre à aller casser. On sent qu'elles sont jamais loin de taper la France, la Norvège, le Danemark. Mais il manque toujours un petit quelque chose. Peut-être que ça peut jouer inconsciemment de se dire que on est obligé de faire une compétition quasi parfaite pour avoir la demi-finale la plus abordable possible. Au bout d'un moment, ça peut être pénalisant, mais je pense que cette équipe, elle sera quand même sérieuse jusqu'à la fin, malgré cette défaite face à la Hongrie. C'est une équipe qui a des qualités, en tout cas, et justement, cette équipe de Hongrie aussi, qui peut créer la surprise, on va en parler tout de suite. On sait que le handball féminin brille en Hongrie, mais malgré 5 médailles depuis 2000, c'est une équipe nationale qui peine à faire oublier les grandes performances des années 60 et 70, ça commence à remonter un petit peu, mais l'ambition est là, et dans cet Euro à domicile, depuis Debrecen, eh bien, tout a débuté avec une victoire face à la Turquie, 30-24, avant de faire tomber la Suède, on vient d'en parler, et la Macédoine du Nord, 29-19. L'équipe de Petra Vamos et Zofie Zmeret peut-elle créer la surprise? C'est ma question, Jackie. Moi, oui, je pense qu'elle devrait passer avec les Françaises. C'est ce que j'imagine dans le début de la compétition. Je vois, moi, la Suède sortir. Bon, après, on verra l'état des blessés, l'état des physiques après tous les matchs couperés. Mais je pense que c'est le moment de la Hongrie. À domicile, c'est pas pareil. Il y a un engouement. Le public hongrois, c'est extraordinaire. Tous ceux qui ont été au Final Four avec Győr voient ce qu'ils sont capables de faire. Et il y a de la qualité, d'accord? Elles n'ont pas battu par hasard la Suède. Sur un vrai score en plus. C'est un vrai score, c'est une vraie performance, c'est du beau jeu. Bon, donc, et puis Petra Vamos, on la voit aux arènes, on a la chance de la voir aux arènes.
Une joueuse qui a des jambes comme ça, on n'en voit pas souvent. D'accord, elle a un contrat de feu, elle voit le jeu, elle est rapide, elle a l'air increvable. Hein, c'est vraiment une énorme joueuse. D'accord, donc c'est une fille qui a des qualités phénoménales. Qui a encore un gros potentiel à développer. Bien sûr, elle est jeune. Ouais. Elle est jeune. Elle a, comme Tira d'ailleurs, hein, elles ont l'avenir devant elles, mais c'est vraiment des pointures mondiales. J'ai l'impression qu'elles ont aussi une sorte de fibre patriotique. Les Hongroises, ça représente quelque chose d'assez énorme de jouer pour son pays. J'ai eu l'occasion d'en discuter avec Petra Vamos pour l'Amisport. C'est vraiment quelque chose d'important pour elle, la sélection nationale. Les Jeux Olympiques, elles ont mis longtemps à se remettre de cette défaite. Et cet Euro 2024, il leur tient particulièrement à cœur, à ces Hongroises. Donc c'est pour ça, moi j'en fais clairement un outsider numéro 1 pour essayer d'aller bousculer la hiérarchie définie. Quand on parle de Petra Vamos, mais il y en a une qui a sorti son épingle du jeu, c'est vraiment Zofie Zmeret, qui finit tout simplement sur le tour préliminaire, première en termes de parades avec 47,7%, tout en étant deuxième en nombre de parades, 31 parades pour 65 tirs. C'est extrêmement solide et ça dit quelque chose aussi sur cette histoire de gardienne à Metz Handball. Il y a de la qualité à tous les postes et Zofie Zmeret, elle a vraiment quelque chose à montrer cette saison. Ah oui, des statistiques même exceptionnelles. Ouais. D'accord, à plus de 30% un gardien, c'est déjà un bon gardien, mais là, quand on arrive à ces taux-là, d'accord, donc alors après, on n'est que dans le tour préliminaire, il n'y a qu'un seul vrai match qu'ont disputé les Hongroises contre la Suède. On verra derrière, mais elle l'a montré à plusieurs reprises qu'elle était bonne, hein, Sophie. Et quand elle a eu... quand elle était dans les buts à Metz aussi, elle a fait quelques matchs qui étaient très intéressants. On a 3 gardiennes de très haut niveau à Metz, d'accord. Donc après, Cléo, pour l'instant, a été stratosphérique depuis sa rentrée, mais on a besoin de 3 gardiens parce qu'on peut imaginer tous les scénarios. Il y a le championnat, il faut pas, et puis il peut y avoir des blessures. Donc c'est important. Et Sophie, elle a rendu l'espoir qu'on avait en elle. Donc et puis je pense que en jouant peu en club, elle a beaucoup d'envie en sélection, et c'est tout à fait légitime. Il reste une équipe qu'on n'a pas encore évoquée puisqu'elle figure dans l'autre poule, c'est le Danemark d'Anne-Mette Hansen, avec Christina Jørgensen qu'on avait cru un temps privé de la compétition parce qu'elle a été blessée juste avant cette trêve internationale et sans Louise Burgard. L'équipe a fait le travail avec une victoire contre la Croatie 34-26, contre la Suisse 35-30 et les îles Féroé 33-24. Comme l'horloge tourne assez vite, nous ne pourrons pas nous attarder sur cette équipe, mais promis, elle aura la priorité après les Bleus, bien sûr, dans le prochain Dragon Mag pour le prochain débrief. Pour l'heure, je vous propose de revenir à Metz Handball pour la deuxième partie d'émission, c'est la deuxième mi-temps. En janvier, Jackie Bettenfeld prenait la présidence de la partie associative de Metz Handball. Après ce coup de lasso, il ne se lasse toujours pas de l'assaut. Et c'est de cela qu'on va parler à présent. Nous allons bien sûr parler des 2 équipes de National 1, mais avant tout, la question est très vague et très ouverte. Comment va l'association Metz Handball, Jackie ? L'association va aussi bien que le club phare de l'association, qui est la LLBE. Un petit rappel pour les auditeurs, j'ai pris la présidence et j'ai une pensée très très émue auprès de Philippe Grégoire, qui était l'accompagnateur de l'équipe, qui a eu un gros accident de santé, raison pour laquelle j'ai replongé dans mon club d'origine, puisque je suis moi des PTT Metz, qui c'est l'ancêtre de Metz Handball. Et le club se porte bien, on a des équipes de jeunes qui se portent bien, on a un peu restructuré, on essaye de mieux communiquer. On a 2 équipes au plus haut niveau amateur, la N1M garçon et la N1 fille de Nina Canto et N1M de David Motika. On n'a pas l'ambition de monter plus haut du côté garçon, puisque c'est extrêmement compliqué sur le plan financier et que sur une même ville, avec un seul équipement, ça serait compliqué d'avoir 2 clubs de haut niveau. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un club avec des licenciés qui apprennent le handball, qui font de la performance, mais du jeu normal, et qui arrive au plus haut niveau amateur. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe, et relativement bien, puisqu'on est pour l'instant bien classé des 2 côtés. Le début de mandat, il a été, on s'en souvient, vous étiez venu l'année dernière pour en parler, consacré à un petit tour de toutes les sections du club. Il y a aussi un conseil des jeunes qui a été créé, etc. Quels sont les grands dossiers, les grands projets qui animent l'association aujourd'hui ? Alors, c'est de faire monter nos jeunes. On a Bertrand François, entraîneur emblématique des filles, qui a repris du côté des jeunes. On essaie de les faire monter en national. Nina Canto, elle a une double mission, c'est assurer la gestion du centre de formation et de trouver des futures pépites des Mano Erard,
d'accord, qui est Manon Errard, dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais qui est derrière Lucie Granier, qui vient du centre de formation et qui a des capacités futures exceptionnelles pour moi. Elle est championne du monde avec l'équipe de France Jeune. Donc, on a cette volonté de faire cohabiter le handball de haut niveau et le handball amateur de haut niveau aussi. Et puis, en dessous, dans les petites catégories, de former des jeunes handballeurs et des jeunes citoyens, de leur inculquer des valeurs. Et dans ces temps difficiles, c'est toujours important d'avoir des jeunes autour d'un ballon et dans un stade plutôt que traîner dans la rue. Donc on a cette volonté-là d'ouvrir le club et de faire le maximum pour faire un enseignement de handball de qualité. Donc en premier, on va parler forcément des deux équipes phares, les deux équipes de National 1. Et on va commencer par l'équipe masculine avec le classement de la poule 3 dans laquelle l'équipe figure. Et Metz Handball est actuellement 4e, ce qui est une vraie bonne performance après 10 journées disputées. Devant, c'est Folchwiller, Molsheim et Rouen. Arthur, qu'est-ce que tu peux me dire de cette équipe de NA masculine? Je suis bluffé par les Cerbères parce qu'ils n'ont pas eu un début de saison facile du tout. Et petit à petit, ils ont grappillé quelques places au classement. Ils sont dans une super dynamique. Et c'est vraiment positif, d'autant que c'est pas comme Folchwiller qui a peut-être des envies de faire un dossier pour faire la N1 Elite, pour pouvoir peut-être un jour être professionnel. Sarrebourg l'a fait, pourquoi pas eux. Mais du côté de Metz Handball, on veut rester dans ce statut associatif qui est déjà le plus haut niveau amateur, comme le disait Jackie. Et c'est pas forcément toujours évident de se dire que on peut viser les premières places, mais non pas pour du beurre, mais pour ne pas monter. Et la dynamique qui s'installe, je trouve, elle est quand même assez intéressante. Alors, le derby face à Folch a ramené beaucoup de spectateurs au complexe Saint-Symphorien. Il y a quand même une histoire autour du handball masculin et du complexe Saint-Symphorien. Et c'est quand même intéressant de voir cette équipe-là évoluer, parce que on parle forcément toujours des Dragons, qui est l'équipe exceptionnelle du club qui joue en Ligue des Champions, mais il y a énormément de licenciés masculins à Metz Handball, et d'avoir aussi cet élément d'identification pour les jeunes adolescents qui sont licenciés, c'est formidable, je trouve. En tout cas, on sait que cette Nationale 1, elle est toujours un petit peu particulière. Il y a les équipes qui ont des ambitions de montée, qui ont peut-être des budgets un peu supérieurs, en tout cas des dynamiques autres. Il y a les équipes qui performent, mais qui n'ont pas l'ambition d'aller forcément plus haut. C'est le cas notamment de Metz Handball. Et puis il y a les équipes qui bataillent. On a aussi une pensée en tant que Mosellan pour Thionville, qui est dans une période assez compliquée cette saison. Jackie, qu'est-ce qu'elle représente finalement, cette 4e place à l'heure actuelle, dans une poule finalement qui est assez disparate dans les ambitions? Alors déjà, 4e avec plein de blessés. Ouais. D'accord, l'infirmerie a donné cette année, pauvre David Motika, il a dû jongler avec les présents, les absents, donc c'est un peu compliqué. Alors moi, ce que je peux dire sur la NAM, c'est on a fait un choix politique en amont, c'est de ne plus recruter à l'étranger, d'accord, pour des raisons de politique sportive. Donc c'est lié avec la politique des jeunes. Ce qu'on essaye, c'est de faire travailler nos jeunes pour qu'ils soient au meilleur niveau et que nos jeunes arrivent en équipe 1. Qu'on ne soit pas obligé de recruter dans la grande région des joueurs qu'on n'a pas formés. Bon, ça viendra avec le temps puisque c'est le projet sportif du club. Et ensuite, ce que j'ai demandé à David, c'est d'avoir un comportement irréprochable sur le terrain, notamment à l'égard de l'arbitrage et de la volonté. Et ça, le contrat est respecté. C'est-à-dire qu'on a perdu des matchs qu'on aurait pu gagner, notamment au début de saison. On a mené plusieurs fois à l'extérieur, on s'est fait reprendre à la fin. On a perdu des matchs à domicile qu'on aurait pu gagner. Mais la volonté sur le terrain, elle y était. D'accord ? Et comme souvent, comme en équipe de France féminine, comme chez les Dragons, quand on voit la défense, on peut comprendre quelquefois l'attaque. Et on a été quelquefois très performants en défense. Et là, on a 3 matchs qui vont s'enquiller. On joue Lille, qu'on a battu à l'extérieur en début de saison. On les joue samedi, demain. On joue, ensuite, on va à un déplacement à Gonfreville. C'est le déplacement le plus loin, qui va être un petit peu compliqué. Mais comme on a battu Rouen, qui est mieux placé que Gonfreville et que c'est aussi loin, peut-être qu'on a un espoir. Et si derrière, on joue Plotzheim le 21 décembre, juste avant Noël, et si on les bat, on sera vraiment très proche de Folchwiller, à qui je souhaite évidemment de monter, parce que eux, leur projet sportif, j'en ai discuté avec leur président, c'est de monter en National 1 Elite, et c'est tout le bonheur que je leur souhaite. En tout cas, on a un petit peu évoqué le monde professionnel, donc j'ouvre une petite parenthèse sur la Pro League, une pensée pour le Sarrebourg-Moselle Sud Handball qui réalise des miracles chaque année avec peu de moyens. Et justement, vous retrouverez le match Sarrebourg-Massy samedi à 20h20 en direct sur Moselle TV avec un certain Arthur Carmier aux commentaires. C'est un immanquable, et bien sûr Jean-Yves Schaff comme toujours derrière le micro. Et
Pour ceux qui n'ont pas envie d'être devant la télé, qui ont envie d'aller voir un match en vrai, eh bien on l'a dit aussi, le match de N1 entre Metz Handball et Lille Villeneuve d'Ascq qui a lieu samedi à 20h15, c'est au complexe Saint-Symphorien, et vous serez plutôt satisfait. C'est toujours des bons moments qui sont à passer au complexe. Je vous propose de passer à la N1 féminine à présent, en passant par le classement comme tout à l'heure. Ici c'est carton plein, 9 matchs, 9 victoires et une première place de poule. On a déjà pu voir des réussites face à des équipes qui sont réputées plutôt solides ou avec des anciennes professionnelles dans le groupe. Seule Tremblote, une victoire d'un tout petit but face à Palaiseau en début de saison. Jackie, chez les filles, ça roule plutôt pas mal. Ça roule pas mal, et la principale caractéristique de la N1 féminine chez nous, c'est l'âge. On est l'équipe la plus jeune de la poule. C'est des 2000, essentiellement, des 2006, 2007, 2008. D'accord ? Donc, la politique du club et celle du centre de formation, donc Nina Canto et Samuel Mani, c'est la culture de la gagne. D'accord ? Donc, on essaye de former des joueuses, une ou deux pouvant intégrer l'effectif pro. Et il faut jongler avec les blessures, les filles qui en cours de saison sont protées, Delia Golvé qui va partir, oui, qui était une joueuse cadre. D'accord, donc il faut admettre les contraintes du haut niveau et que Manu puisse piocher dans le centre de formation, à l'entraînement ou pour les matchs, s'il en avait besoin, des joueuses futures haut niveau. Donc on a tout gagné. Il y a l'ATH qui s'est renforcé, d'accord, donc il va falloir continuer. Il y a Stella Samor, Besançon, donc c'est des réserves. Donc il y a un championnat de réserve, et il y a Villemomble, lui, qui veut aspirer au haut niveau, qui sont les postulants. Et qui avait su battre Metz Handball en N1 l'année dernière. Voilà, donc on a un championnat qui est très ouvert. Moi, j'espère que ça va continuer comme ça, et il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas, sauf de nombreuses blessures, parce que quand on est une équipe jeune, on peut être très vite déstabilisé si on a des joueurs majeurs manquants. En tout cas, pour retrouver l'équipe féminine en N1F, il faudra attendre le mois de janvier avec un match clé pour la reprise, on l'a dit, c'est celui contre Villemomble, justement, à domicile. On en reparlera bien sûr de ces équipes de N1 de Metz Handball, on l'a fait assez vite là, mais on aura l'occasion de s'y attarder un peu plus tard dans la saison. D'ailleurs, David Motika, Nina Canto, c'est une invitation, vous venez quand vous voulez. Mais pour le moment, il est déjà temps de refermer ce Dragon Mag, le temps nous est compté. Merci Jackie d'avoir été présent. Et les gens peuvent regarder le Facebook de l'association, où vous avez tous les matchs, toutes les photos, on essaye de mieux communiquer. Ouais. Vous avez toutes les informations sur la vie du club. Ouais, même sur les équipes jeunes, et c'est assez frais de voir. Ouais, on essaie de communiquer, on a un service de communication avec Léa que vous connaissez, donc on essaie de progresser. Voilà. Nous, on est relativement humble là-dessus, mais on a vu le chemin qui nous mène à une meilleure communication, et on essaye de valoriser notre site Facebook. En tout cas, de l'extérieur, le club essaie de progresser, mais ça se voit, il progresse. Merci Arthur également d'avoir été avec moi sur ce plateau. On se retrouve donc la semaine prochaine. Entre-temps, on passera sûrement par la boutique de Noël du club avec séance de dédicace des joueuses mercredi. Ce sera au Muse. Si on ne s'y voit pas, rendez-vous comme toujours vendredi prochain à 19h. À bientôt.